Chapitre 1. Une invitation des plus agréables. C'est l'un des heureux hasards de l'été anglais que la campagne, quand elle le souhaite, se pare d'une innocence conspiratrice. L'après-midi où je suis arrivé pour la première fois au manoir de Greenglass, même si j'ignorais alors que ce nom finirait par peser sur ma mémoire aussi lourdement qu'un verdict, les pelouses étaient innocentes, imprégnées de cet artifice même. La maison, pâle édifice symétrique en pierre adoucie, se dressait dans un écrin de champs couleur émeraude, cerné d'ormes centenaires, et du murmure d'une rivière qui scintillait à travers les roseaux, tel un ruban d'argent enfilé par une main invisible. Le ciel était de ce bleu porcelaine aérien propre à juin, et une brise légère soufflait sur le ha-ha et montait sur le gravier, apportant avec elle un léger parfum de buis taillé et de roses chaudes. J'avais été invité par sir Lionel Ashcombe à passer une semaine de pêche et de farniente, et si cette dernière devait s'avérer l'occupation principale, ce n'était pas faute de mes meilleures intentions. Nous nous étions rencontrés, sir Lionel et moi, durant les mois malheureux du printemps dernier, lorsque les affaires m'avaient attiré vers le nord pour une fastidieuse affaire concernant la propriété d'un cousin. C'était un homme d'une soixantaine d'années, au teint rosé et trapu, avec une agréable habitude de taper sur l'épaule pour souligner le geste, et ses manières suggéraient que la jovialité était depuis longtemps instaurée comme un dieu de la maison. C'était un baronnet à l'ancienne. Son père avait acheté le titre avant la guerre, et le comté s'y était habitué comme il s'habitue à une nouvelle colline. S'il était parfois franc jusqu'à la maladresse, il n'était jamais désagréable. Greenglass se trouvait dans le Dorset, non loin de la côte, bien que la mer fût cachée par une douce montée de dunes. La maison devait son nom, m'a-t-on dit, à une extraordinaire véranda en verre vert installée par un ancêtre victorien, dont la passion pour les orchidées avait donné lieu à une construction extravagante. Les vitres avaient depuis été partiellement remplacées, mais le nom est resté, et à certaines heures, la lumière du soleil colorait l'intérieur d'un éclat semblable à celui d'une bouteille d'absinthe. Alors que la voiture s'arrêtait sous le portique, la porte d'entrée s'ouvrit aussitôt avec cette efficacité bien sentie qui caractérise un majordome qui a observé votre approche depuis une ouverture discrète. L'homme qui m'accueillit n'était pas à proprement parler un majordome, même s'il avait la démarche prudente et l'œil imperturbable qui en était un. C'était M. Owen Larche, le secrétaire de sir Lionel, grand, cheveux blonds roux, et d'une gravité qui suggérait à la fois ambition et prudence. Il me déchargea de mon sac avec une économie de geste que j'admirais. « Sir, Lionel est dans le jardin sud, capitaine Hastings, dit-il. Il vous prie de le retrouver après votre toilette. Le thé sera servi à la bibliothèque à 4h30. Excellent, ai-je dit. Il faisait une chaleur infernale dans mon train. Tout à fait, répondit poliment M. Larche. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, Madame Keene s'en chargera. Sur ces mots, la gouvernante surgit de l'ombre telle une chouette bienveillante, tout en clé et en appréciation sereine. Elle me fit monter un large escalier, passant devant des portraits à l'air légèrement offensé, celui de ceux qui n'imaginaient pas que leurs descendants vendraient du charbon, et me conduisit dans une pièce carrée donnant au sud sur la rivière. Le lit était immense, les rideaux en chintz délavés à motif de chèvrefeuille, et un bureau était installé près de la fenêtre, avec une vue qui aurait fait du gribouillage un devoir plutôt qu'un plaisir. Après m'être aspergé le visage, avoir enfilé un manteau plus léger et admiré la pelouse depuis la ceinture, je traversai la fraîcheur silencieuse de la maison pour me diriger vers le jardin sud. Les couloirs étaient agréablement larges, dallés de chênes brillants, et aux murs s'accrochaient des paysages de parcs anglais à leur apogée. Avenue majestueuse, fontaine, une nymphe de marbre, moins indécente que la tresse de lierre qui menaçait de l'engloutir. Dans la bibliothèque, une horloge française tic-taquait avec une rectitude implacable. Au-delà, 2 portes vitrées donnaient sur une terrasse dallée où la chaleur s'abattait doucement sur les épaules et où l'air se levait comme un rideau.
Sir Lionel était en train d'offrir une rose à une belle et mince femme d'une quarantaine d'années, dont la robe, bien que je ne sois pas une experte, était d'un vert vif qui semblait capter et refléter la lumière du jardin. Elle portait un chapeau étroit orné d'un carquois en plumes de paon, et ses mains, dégantées, étaient longues et pâles. À côté d'elle se tenait une jeune femme, peut-être 25 ans, aux cheveux noirs et au menton prononcé. Ses yeux étaient de ce gris qui peut être doux ou vif selon l'humeur de celui qui les porte. Elle riait d'une phrase de Sir Lionel, bien que son rire ne fût pas forcé. « Ah, Hastings !» s'écria Sir Lionel en se retournant avec ce geste chaleureux des deux bras qu'il affectionnait tant. « Mon cher ami, vous êtes un vrai plaisir pour les yeux. Vous savez à quel point le pays peut être triste sans alliés. Venez vous faire présenter. Voici Madame Imogenval, qui occupe la maison de Douai et égaye considérablement notre solitude. Et voici Mademoiselle Verity Lark, ma filleule, tout juste rentrée d'Italie et qui risque de nous mépriser tous. » Madame Veil inclina la tête. Le vert de sa robe était parfaitement assorti au pendentif qu'elle portait au cou. Une émeraude d'une couleur exquise, sertie dans une délicate monture en or. Elle semblait parfaitement à l'aise, même si je remarquai en prenant la rose de Sir Lionel qu'elle la tenait à distance du pendentif, de peur que les épines ne l'égratignent. Mademoiselle Lark lui tendit la main avec une cordialité sincère. « Je ne méprise pas le Dorset, Sir Lionel, » dit-elle. « C'est juste qu'on ne peut s'empêcher de comparer toute lumière anglaise à celle d'Italie et de la trouver insuffisante. »« Tu entends ça, Hastings ?» dit Sir Lionel en riant. « La supériorité artistique d'un enfant qui ramassait des escargots dans des pots de confiture. Viens, assieds-toi, assieds-toi. Tu arrives juste à temps pour voir nos espoirs horticoles anéantis par les chenilles. Keane, le thé est à moitié. Ne laisse pas l'arche te forcer à boire une boisson faible pour sa digestion. » Nous nous installâmes sous un auvent rayé tandis que Sir Lionel, avec cette manière étrangement touchante que les hommes ont lorsqu'ils veulent impressionner une jeune femme, s'occupait d'un rosier et annonçait son échec. Nous fûmes bientôt rejoints par un homme dont l'arrivée modifia la composition du groupe comme une pincée de sel dans une soupe froide. Il se déplaçait avec une correction tranquille, et bien qu'il n'eût pas eu envie de se dire distingué, il avait quelque chose en lui qui témoignait de sa compétence. C'était le docteur Julian Rowe, le médecin local, que j'avais également rencontré au printemps précédent. Il avait le visage posé d'un joueur d'échecs, et on sentait immédiatement qu'il était moins sensible au charme d'un auvent rayé qu'à l'énigme d'un diagnostic difficile. « Rowe !» s'écria Sir Lionel. « Vous connaissez le capitaine Hastings. Il est venu nous faire l'honneur d'attraper la vieille truite dans le coude. Le docteur Rowe et moi avons échangé quelques politesses. Il avait une propreté que j'admire toujours chez un médecin. J'ai remarqué que les médecins qui évitent les miettes évitent aussi les oublis fatals. Pendant que nous discutions, un autre homme, grand et anguleux, est arrivé à grands pas dans l'herbe. Il portait des chaussures plus 4 et donnait à première vue l'impression d'avoir des genoux. Sa poignée de main était comme frapper un mât de drapeau. « Colonel Peregrine Stokes » dit Sir Lionel, « notre voisin de l'autre côté de la rivière. Stokes, voici Hastings. Il était à... Sir Lionel agita une main qui comprenait tous les théâtres de guerre. « Gallipoli et la France, dis-je. » dit le colonel avec un grognement qui pouvait être interprété comme du respect ou du souvenir. Il avait l'habitude de poser les pieds comme pour une parade, même lorsqu'il parlait de framboises. « L'eau est bonne pour la pêche ici, » observa-t-il, « si l'on fait attention au barrage. J'ai perdu plus de cuillères à cause de cet engin qu'à cause de n'importe quelle truite. Nous aurions pu poursuivre sur cette voie si agréable sans un petit incident qui, bien qu'anodin sur le moment, me revient en mémoire avec la précision d'une photographie. Une servante, une jolie fille blonde, à l'éclat anxieux que l'on éprouve lorsqu'on est observé de près par une gouvernante, s'approcha avec un plateau rempli de tasses supplémentaires. En les déposant, elle jeta un bref coup d'œil au pendentif de Madame Val. Il était d'un vert intense au soleil, et l'éclat qui jaillissait de ses facettes
glissa sur le visage de la servante comme un éclair. Elle sursauta, et sa main hésita un instant. Puis elle se reprit, déposa les tasses, et s'éloigna en se mordant la lèvre. S'était-elle coincé le doigt dans un fil du plateau, ou si la pierre avait suscité une réflexion? Je l'ignore. Elle disparut presque aussitôt, telle une barque emportée par le courant, regagnant les couloirs de service et les affaires de l'arrière-cuisine. « C'est elle-ci, » murmura Miss Lark à côté de moi, suivant mon regard. « Madame Keene dit qu'elle est digne de confiance, ce qui est le plus grand éloge qu'elle ait jamais prononcé. Cette émeraude est trop magnifique pour être un bon voisin, » dit brusquement le colonel Stokes, fixant Madame Veil du regard. « Vous ferez parler de vous si vous la portez au thé. » Madame Veil sourit, amusée par la prudence d'un enfant. « On a parlé de moi pour moins que ça, colonel. De plus, je n'ai pas le droit de me cacher. Les goûts de mon défunt mari étaient, comment dire, extravagants. »« Ah, feu, monsieur Veil, » dit Sir Lionel avec gentillesse. « Il ne faut pas calomnier les morts. Il avait ses vertus. Parmi eux, murmura le docteur Rowe de sa voix posée, un cœur sain jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Il porta sa tasse à ses lèvres. Impossible de savoir s'il parlait comme un médecin prenant des notes ou comme un homme tirant un voile. Madame Veil ne le regarda pas. Son attention était fixée sur la rose que Sir Lionel lui avait offerte. Un pétale était tombé sur ses genoux, et elle le caressa doucement du bout du doigt, comme s'il allait le meurtrir. De l'autre côté de la pelouse, près de la serre, se tenait une femme vêtue d'une robe de laine claire et coiffée d'un chapeau qui ne la mettait pas en valeur. Elle avait le dos droit et la démarche mesurée de ceux qui sont nés dans l'autorité familiale. Je supposais qu'il s'agissait de Lady Evelyn Ashcombe, l'épouse de Sir Lionel. Elle nous observait sans en avoir l'air, et lorsque Sir Lionel lui fit signe, elle s'approcha avec cette courtoisie qui invite et décourage à la fois l'intimité. Elle n'était pas vraiment belle, mais il y avait dans son allure quelque chose de raffiné et de dépourvu de sentimentalisme. « Evelyne, » dit Sir Lionel en se levant pour la saluer, « Hastings est arrivé. Vous vous souviendrez de lui. »« Bien sûr, » dit-elle en me tendant la main. « Je vous en prie, capitaine Hastings. » Greenglass a été ennuyeux ces dernières semaines. Un peu de compagnie nous fera du bien. Ses yeux, gris comme ceux de sa filleule, mais plus féroces, allèrent d'un visage à l'autre et se posèrent sur Madame Veil. Une légère crispation au coin de sa bouche n'était pas désagréable, mais n'était pas non plus totalement neutre. J'essayais de convaincre Imogen de nous honorer de sa présence samedi, dit Sir Lionel, ignorant allègrement, ou choisissant de ne pas remarquer, l'expression imperceptible de sa femme. La fête du village. Il y aura un bal de charité sur la terrasse ce soir. Il nous faut de la couleur. Tu l'auras, dit Madame Veil avec un petit geste qui indiquait sa robe. Et la musique, ajouta Mademoiselle Lark, l'air malicieux. Monsieur Larche joue du piano avec brio quand on le lui demande. Monsieur Larche, venu annoncer le thé, émit un son sec qui pouvait être un reproche ou un rire étouffé. Seulement si Lady Evelyn l'ordonne, Mademoiselle Lark. Lady Evelyn n'a ordonné à personne de jouer depuis un certain temps, dit-elle. Je me contente de laisser le gramophone faire son travail. Nous ne sommes pas une famille de musiciens. Si la remarque avait une signification particulière, elle échappa à Sir Lionel et peut-être aussi à Mademoiselle Lark. Mais je vis le docteur Rowe jeter un très léger coup d'œil à Monsieur Larche, et dans ce regard, il y avait une pointe, rien de plus, d'observation aiguisée par la connaissance. Dans un groupe, de tels courants contraires passent souvent inaperçus. Plus tard, ils prennent une forme disproportionnée. C'est le privilège du recul de reconnaître dans le moindre geste une sorte de code morse du cœur. Nous prenions notre thé dans la bibliothèque, les grandes fenêtres ouvertes sur le jardin, des libellules volant dans la pénombre au-dessus du bassin de nénuphars juste derrière. La conversation s'engageait dans un tourbillon de discussions sur la pêche, la fête et la rumeur désagréable selon laquelle la banque de Market Quay avait échappé de justesse à la faillite la semaine précédente, un jeune employé ayant anticipé une ruée qui n'avait pas eu lieu.
Sir Lionel s'en moqua. « Des tempêtes dans des verres d'eau, a-t-il dit. On s'attendra toujours à une catastrophe. Je suis pour la vie telle qu'elle est, et si elle ne vous convient pas, changez de goût. Vous avez de la chance d'avoir une telle constitution, dit Lady Evelyn. Nous ne sommes pas tous aussi adaptables. C'est à ce moment-là qu'un léger incident se produisit. Madame Keene entra avec une enveloppe cachetée sur un plateau et s'approcha de Madame Veil. Elle hésita. On ne présente pas de communication privée à un thé sans mandat, mais Madame Veil avait vu la lettre et la prit. Le sceau était en cire vert foncé, un étrange toucher désuet. Elle le brisa du pouce et lut. Tandis que son regard parcourait la page, je vis la couleur de ses joues diminuer, puis revenir à une vitesse presque théâtrale. Elle releva la tête et sourit. « Comme c'est ennuyeux, » dit-elle d'un ton léger. « J'avais oublié mon rendez-vous avec mon notaire demain. Je vais devoir arriver en ville assez tôt. »« Les routes seront dégagées, » dit M. Larche. « Si vous souhaitez que la voiture vous soit envoyée. »« Merci, non, » dit Madame Veil. « Monsieur Veil m'a laissé sa petite voiture 2 places. Elle et moi avons un accord. »« Votre compréhension effraie le village, » murmura mademoiselle Lark sans méchanceté. « On dit que vous prenez les virages comme une hirondelle. Mieux vaut ça que d'être comme un mouton, » répondit Madame Veil en se levant avec une grâce soudaine. « Vous voulez bien m'excuser, Lady Evelyn. J'ai promis à Madame Keene que je regarderai les fleurs qu'elle propose pour samedi. » Lady Evelyn inclina la tête. « Bien sûr. » Lorsque la porte se fut refermée sur Madame Veil et que le bruissement de sa robe verte cessa de murmurer parmi les livres, Sir Lionel dit « Quelle belle femme! Du courage, vous savez. Veuve depuis 2 ans, elle s'en sort sans subir ce terrible martyre. Val était un brave garçon à sa manière, mais il misait trop sur son charme. »« Le charme est une monnaie dangereuse, » observa le docteur Rowe en posant sa tasse. Il gonfle et dégonfle sans prévenir. Il regarda Lady Evelyn d'un air vague. Elle détourna le regard vers la fenêtre, où la surface de la rivière se creusait sous le mouvement paresseux des poissons. Ce n'est que plus tard, en m'habillant pour le dîner, que j'ai considéré la compagnie d'une manière plus ordonnée, et que j'ai gravé leurs noms et leurs traits dans ma mémoire. Ces exercices ne sont pas, je l'avoue, des habitudes acquises aux côtés de mon ami. Mais après quelques années passées dans l'orbite d'Hercule Poirot, on acquiert le goût de l'organisation. Tandis que les ombres s'allongeaient sur la pelouse et que les vitres vertes de la véranda prenaient une teinte plus profonde, je me suis prêté au jeu du cercle. J'ai installé chaque personne à sa place autour d'une table ronde et j'ai noté les liens qui les unissaient, les alliances, les antipathies et les chaises vides dont on ne peut encore expliquer l'origine. Sir Lionel et Lady Evelyn, mariés depuis 10 ans, me disais-je. Il y a une affection digne, mais peut-être pas d'intimité. Mademoiselle Verity Lark, une filleule avec des opinions et un don pour charmer ceux qu'elle ne veut pas séduire. Le colonel Stokes, une franchise qui frise l'impolitesse et le mépris d'un soldat pour les ornements. Le docteur Rowe, intelligent, réservé, un homme qui remarque plus qu'il ne dit. Monsieur Owen Larch, le bon secrétaire, précis, digne de confiance, une vie passée dans l'orbite des décisions d'autrui. Madame Keene, la gouvernante, son domaine, c'est l'ordre. La femme de chambre, Elsie, une impression de nervosité et de fiabilité soudée. Et Madame Imogen Veil, la dame en vert, veuve, maîtresse d'elle-même, avec une lettre qui la fit pâlir un instant, et une émeraude comme une goutte de forêt. Leurs lignes se croisaient et se recroisaient dans mon esprit. Elles ne formaient encore aucun modèle. Ils le font rarement jusqu'à ce que quelque chose, une circonstance malheureuse et galvanisante, resserre les liens. Au dîner, la conversation reprit des directions familières, le retour des pêcheurs de la côte, les manières étranges d'un nouveau curé, et la question de savoir si le trio à cordes de Dorchester se produirait à la fête s'il était suffisamment payé. Madame Veil ne dîna pas. Elle avait fait savoir qu'elle avait mal à la tête, et Madame Keene remarqua que l'air était lourd de tonnerre, ce qui dérangeait toujours les esprits délicats.
Lady Evelyn fit remarquer que les maux de tête étaient démocratiques dans leur distribution et aristocratiques dans leur choix. Personne ne rit. Après la soupe, le colonel Stokes se lança dans une anecdote sur un camp en Inde. Sir Lionel, qui admirait les militaires avec l'envie de ceux qui n'ont pas servi, l'encouragea jusque dans les moindres détails. Une fois les dames parties et les cigares offerts, Sir Lionel proposa de remonter la rivière en bateau le lendemain matin. « 7 heures précises, s'écria-t-il. C'est la seule heure. Après cela, ces vauriens bounent sous les herbes et ne se laissez pas prendre. Mes patients découvrent les crises à 7 ans, a déclaré le docteur Rowe, mais je vous rejoindrai si possible. J'y serai, dis-je avec un enthousiasme que l'expérience aurait dû m'apprendre à modérer. L'idée du courant paresseux et du jeu des lignes sous un ciel dégagé de récits, de lettres ou de soucis, était d'un plaisir indescriptible. Il était presque 11 heures lorsque je sortis prendre l'air sur la terrasse. Derrière moi, la maison était illuminée comme pour une fête, et l'obscurité du dehors recevait ses rectangles de chaleur avec une satisfaction tranquille. De la véranda montait une légère odeur, humide, verte, légèrement exotique. Les orchidées, sans doute. Je m'approchai de quelques pas et regardai à l'intérieur. Des lampes disposées dans le feuillage créaient une sorte de lumière sous-marine, où les feuilles brillaient comme du métal poli, et où les parois de verre reflétaient le jardin au-delà, en de pâles fantômes superposés. Mon propre visage, soudain solennel, comme le sont les visages surpris par le reflet, me regarda. Il n'y avait personne d'autre, du moins le croyais-je. Puis un mouvement près de la porte du fond me fit me rapprocher. C'était seulement Elsie, la domestique, qui emportait un arrosoir, mais en passant sous une fougère basse, elle jeta un nouveau coup d'œil à l'ombre verte projetée par les feuilles et frissonna. « Tu n'aimes pas la véranda ?» dis-je, amusé. Elle sursauta et fit un signe de tête. « Pardon, monsieur. »« C'est joli, mais on dirait... » Elle hésita, puis avec un rire gêné, « On dirait qu'on nous regarde. »« Par les plantes ?»« Au vert, monsieur. » Elle sortit dans un léger bruit de poignée de canettes, dans le couloir et s'éloigna, me laissant avec les orchidées et le calme de la nuit. Nous savons, nous autres vétérans de la folie humaine, qu'il existe des pièces qui se souviennent. Greenglass en possédait plusieurs. À l'époque, j'attribuais cette impression à la suggestivité ordinaire d'un lieu chargé d'histoire. Pourtant, en me retournant vers la terrasse, j'aperçus une silhouette dans l'ombre, immobile, solitaire. Une femme, pensai-je, à la vue de la robe tombante. L'espace d'un instant, j'imaginai que c'était Madame Veil, le vert de sa robe englouti par l'obscurité. Mais la silhouette bougea et passa à la lumière des lampes, et je reconnus Lady Evelyn, qui était sortie prendre l'air comme moi. « Capitaine Hastings, » dit-elle, « vous avez l'air d'un homme qui écoute un écho. »« Seulement aux grenouilles, Lady Evelyn, » répondis-je. « Ils font une répétition de chorale samedi. » Elle sourit, mais d'un air absent. « Tu aimes beaucoup les fêtes ?»« J'ai toujours trouvé que c'était la plus aimable des conspirations, » dis-je. « On consent à être heureux quelques heures. C'est un bon contrat. »« Les contrats, » dit-elle en regardant la rivière où les nénuphars gisaient comme des lunes tombées, ne sont contraignants que dans la mesure où les parties ont le goût de l'honneur. Puis, secouant légèrement la tête, elle se reprit. « Pardonnez-moi comme je suis sentencieuse. Vous allez me trouver ennuyeuse. Allez vous coucher, capitaine Hastings. 7 heures, c'est un tyran. » Elle s'éloigna avec une grâce qui démentait la fermeté de ses pas. Je la regardai partir et au bout d'un moment, je suivis son exemple. Dans ma chambre, j'éteignis la lampe et restai un instant devant la fenêtre ouverte. Le parfum des roses tardives montait par vagues, et quelque part, une chouette traçait sa longue requête dans l'air. La rivière s'écoulait, ni éveillée ni endormie, et la serre, avec son cœur verdoyant, brillait faiblement au clair de lune. Si l'on avait pu arrêter la maison à ce moment-là, comme une horloge à une heure agréable, nous aurions tous été épargnés. Mais le temps dédaigne nos désirs. Il nous a portés, comme toujours, vers le matin,
Puis, bien que je ne puisse le prévoir, vers un soir de verre vert, de lumière verte, et d'une femme vêtue de vert, immobile. Chapitre 2. L'ombre dans la véranda. Le matin se leva avec cette clarté particulière propre à la campagne anglaise en juin. La brume flottait bas sur la rivière, tel un fantôme réticent à partir, et le soleil matinal illuminait les fenêtres du manoir de Greenglass d'un éclat qui semblait leur faire un clin d'œil entendu. Je me levai avant la cloche d'habillage, stimulé en partie par la promesse de l'expédition de pêche à la truite de Sir Lionel, et en partie par l'agitation habituelle que la vie militaire m'avait laissée. Le silence de la maison était profond. Quelque part en contrebas parvint le léger tintement de la porcelaine. Le domaine de Madame Keene s'animait. J'étais en train de nouer ma cravate quand j'entendis un léger coup à la porte. C'était Owen Larch, le secrétaire, déjà impeccable dans son costume gris, les cheveux soigneusement séparés. « Sir Lionel vous demande si vous voulez bien le rejoindre au hangar à bateau à 7h30, capitaine Hastings, dit-il. « Bien sûr. Le temps lui convient-il ? » ?»« C'est vrai, monsieur, » répondit Larch. « Sir Lionel soutient que les poissons seront moins récalcitrants après une nuit d'air humide. Il est convaincu que les truites, comme les hommes, souffrent des vapeurs. » Je ris et promis de les rejoindre bientôt. Larch se retira avec cette efficacité silencieuse propre aux hommes qui gardent des secrets pour les autres. À ma descente, un parfum de café et de pain chaud s'élevait de la salle à manger. Lady Evelyn était assise au bout de la longue table, ses cheveux noirs retenus par une barrette d'argent. Elle portait une robe de chambre claire et considérait le porte-toast avec le détachement et la froideur d'un magistrat s'apprêtant à prononcer sa sentence. « Vous êtes en avance, capitaine Hastings, » observa-t-elle. « Sir Lionel et le docteur Rowe sont déjà au bord de la rivière. Vous les trouverez en empruntant le sentier qui traverse le jardin sud. »« Merci, » dis-je. « Et Madame Vell ?» Les yeux de Lady Evelyn se levèrent brièvement, et pendant une fraction de seconde, quelque chose d'indéchiffrable se lisait dans leur profondeur grise. « Elle a déjeuné dans sa chambre, » dit-elle. « On m'a dit qu'elle avait encore mal à la tête. » C'était peut-être mon imagination, mais le mot semblait à nouveau chargé de sens. Je me demandais si les maux de tête de Madame Vale étaient dus à des circonstances. Avant que je puisse poursuivre, mademoiselle Verity Lark entra dans un tourbillon d'air frais et de rire, une écharpe sur les épaules et les joues rouges. « Tante Evelyne, » dit-elle en embrassant Lady Evelyn, « les orchidées sont splendides ce matin. Vous devriez les voir. J'ai traversé la serre en venant de la rivière. J'ai entendu un bruit étrange, presque comme une porte qui se ferme quand personne n'est là. » Lady Evelyn fronça les sourcils. Les portes de la véranda peuvent être dangereuses. Les gonds gonflent avec l'humidité. Madame Keene devrait peut-être les faire réparer. Je pense bien, dit Verity en défaisant son écharpe. Ça m'a fait une terrible surprise. Je n'ai pas pu résister à un sourire. Peut-être qu'une des orchidées refusait d'être réveillée. Alors, il a du caractère, répondit-elle. On aurait dit presque, eh bien, humain. Lady Evelyn lança à sa filleule un regard à la fois affectueux et légèrement réprimandant. Ne te laisse pas emporter par ton imagination, Vérité. Le monde est déjà bien assez réel. Je traversai le jardin sud jusqu'au hangar à bateau. La rosée recouvrait l'herbe d'une épaisse couche, et le verre de la véranda brillait comme une émeraude dans la lumière matinale. Je m'arrêtai, saisi par l'étrange sensation que la maison derrière moi retenait son souffle. Puis un cri venu de la rivière rompit le charme, et je repris mon chemin. Sir Lionel et le docteur Rowe étaient déjà dans le petit bateau, Sir Lionel portant un large chapeau de paille, son visage rouge vif d'anticipation. « Te voilà, Hastings !» cria-t-il. « Monte à bord, mon gars. Les poissons attendent d'être pêchés et dévorés. » Le docteur Rowe sourit ironiquement. « S'ils n'attendent pas d'être dévorés, au moins ils attendent pour nous apprendre la patience. » Nous avons passé 1 heure dans un silence agréable, la ligne de la canne à pêche plongeant paresseusement dans le courant. La conversation de Sir Lionel s'est portée sur les ragots locaux,
et la fête à venir. Il a parlé chaleureusement de Madame Veil, soulignant son courage et la fortune de son défunt mari, tout en admettant que les opérations financières de cet homme avaient été non conventionnelles. « Pas conventionnelles », répéta le docteur Rowe, les yeux rivés sur l'eau. « C'est une façon polie de le dire. »« Tu le connaissais ?» demandai-je. « Un peu, » dit le docteur. Il avait du charme, certes. Mais c'était un joueur dans l'âme, et pas seulement aux cartes. Sieur Lionel secoua la tête. Dommage qu'il soit parti si subitement. Le cœur lui a lâché, le pauvre. Imogen l'a supporté avec courage. On ne peut que l'admirer. À mesure que le soleil montait, la brume se dissipait et la rivière prenait une douce lueur. Sir Lionel finit par se déclarer satisfait, et nous retournâmes à la maison pour un petit déjeuner tardif. Le hall grouillait d'activité. Madame Keene donnant des ordres aux domestiques, un parfum de fleurs fraîches flottait à chaque coin. Mais même au milieu de cette agitation domestique, un malaise sous-jacent subsistait, que je ne parvenais pas à nommer. Madame Veil apparut enfin, arborant à nouveau son verre distinctif, quoique d'une teinte plus claire. Elle nous accueillit avec un calme parfait, mais je remarquai les légères cernes sous ses yeux. « Une nuit agitée ?» demanda doucement le docteur Rowe. « Pas du tout, » dit-elle rapidement. « Juste un peu de météo. » L'air était lourd. Lady Evelyn, à la tête de la table, ne dit rien, mais son regard s'attarda sur Madame Veil pendant un battement de cœur plus long que ce que la courtoisie exigeait. Après le petit déjeuner, je me suis dirigé vers la véranda. L'air humide était chargé du parfum des orchidées et de la terre humide. La lumière du soleil filtrait à travers la vitre verte, projetant une lueur aqueuse sur le feuillage. Alors que je m'avançais parmi les plantes, un mouvement attira mon attention. Une silhouette à la porte du fond. C'était Elsie, la femme de ménage, le visage pâle. Elle sursauta en me voyant. « Oh, capitaine Hastings, je ne savais pas. Tu m'as fait peur, Elsie, » dis-je en souriant. « Quelque chose ne va pas. » Elle hésita, se tordant les mains. « Seulement, c'est idiot, monsieur. En entrant, il me semble avoir entendu quelqu'un parler. Mais il n'y a personne. » Son malaise était contagieux. La serre, malgré sa beauté, semblait détenir ses propres secrets. J'observais attentivement les alentours, rien que des orchidées et une lumière changeante. Peut-être le vent, ai-je suggéré. Le verre résonne parfois. Oui, monsieur. Peut-être. Pourtant sa voix était hésitante. Elle fit une révérence et sortit précipitamment. Je m'attardai un instant, étudiant le jeu d'ombres et de lumière sur le carrelage. Puis je remarquai quelque chose d'étrange. Un petit morceau de cire vert foncé, plaqué contre le carrelage, près d'un bouquet de fougères. Je me penchai et le ramassa. C'était le reste d'une empreinte de cire à cacheter, de la même teinte que le sceau que j'avais vu sur la lettre de Madame Veil l'après-midi précédent. Je le retournai pensivement. Pourquoi ce fragment se trouvait-il ici, entre tous les autres endroits, et comment s'était-il retrouvé sous les orchidées? Alors que je me redressais, une voix douce et à l'accent prononcé me parvint de derrière moi. « Mon ami, vous examinez le sol avec l'air d'un homme qui soupçonne un mystère. » Je me retournai. Là, encadré sous l'arche comme une silhouette sur un boulevard parisien, se tenait Hercule Poirot. « Poirot !» m'exclamai-je, à la fois ravi et étonné. « Mais qu'est-ce qui vous amène dans le Dorset ?» Il sourit, le bout de ses moustaches luisant comme de l'argent poli. « Mais c'est une longue histoire, mon cher Hastings, une histoire qui implique une certaine Lady Ashcombe et une invitation des plus convaincantes. Et vous êtes toujours là où il se passe quelque chose d'intéressant. Quelle chance pour moi !» Je brandis le morceau de cire verte. « C'est peut-être une chance, » dis-je lentement. « Il se pourrait bien que quelque chose d'intéressant se prépare déjà. » Le regard de Poirot, perçant et amusé, se posa sur la cire. « dit-il doucement, le vert. Toujours la couleur de la jalousie et du danger. Il faut être très attentif, mon ami. Très attentif, vraiment. » Chapitre 3. Une lettre et un silence inquiétant.
J'ai souvent remarqué que les apparitions d'Hercule Poirot dans ma vie ressemblent à des répliques de théâtre, comme si un dramaturge caché, lassé du simple domestique, l'avait envoyé au moment précis où les événements exigeaient l'éclat particulier de ces petites cellules grises. Ce matin-là, lorsque je l'ai retrouvé dans le silence verdoyant de la véranda, j'ai ressenti à nouveau ce curieux mélange de soulagement et d'appréhension. Soulagement parce qu'avec Poirot à mes côtés, l'inattendu est au moins explicable. Appréhension parce que l'inattendu est, par définition, sur le point de se produire. « Poirot !» répétai-je, tenant toujours le morceau de cire verte entre le pouce et l'index. « Je ne savais pas que tu étais en Angleterre, et encore moins dans le Dorset. »« Mon ami, » dit-il en avançant si vite que la lumière du verre émeraude effleurait ses moustaches argentées, « l'Angleterre est toute petite, quand on sait où regarder. Et quand Lady Evelyn Ashcombe écrit qu'il y a une fête, un bal de charité, et qu'elle a besoin d'un esprit à la fois ordonné et, comment dit-elle, persuasif, comment pourrais-je refuser? Et voilà, me voilà. »« Tu es venu pour une fête ?» demandai-je, dubitatif. « Pour une fête, et peut-être pour quelque chose de plus. » Ses yeux se plissèrent. « Il y a souvent quelque chose de plus, n'est-ce pas ?» Avant que je puisse répondre, Lady Evelyn elle-même apparut dans l'embrasure de la porte. Elle tressaillit légèrement à la vue de Poirot, puis se reprit avec un sourire gracieux. « Monsieur Poirot, » dit-elle, « vous êtes en avance. Je ne vous attendais pas avant le déjeuner. » Poirot s'inclina. « Mais quand on voyage en train de nuit, on a l'avantage, madame. Et j'ai déjà rencontré mon bon ami le capitaine Hastings, qui est, comment dire, l'escorte idéale jusqu'au matin. » Le regard de Lady Evelyn passa de moi au minuscule morceau de cire que je tenais à la main. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Une curiosité, » dit Poirot d'une voix doucereuse, m'en débarrassant avec l'adresse d'un prestidigitateur. « Un fragment de cire à cacheter, d'une teinte très particulière. Hastings, il a l'œil du chasseur. Il voit ce que d'autres écraseraient sous leurs pieds. Dites-moi, madame, ce vert, ce n'est pas une couleur courante, non ?» Lady Evelyn examina le fragment. « Je ne me souviens pas avoir vu une telle cire dans la maison, » dit-elle lentement. « C'est inhabituel. Où l'avez-vous trouvée ? » « Sur le sol parmi les orchidées, » ai-je expliqué. Elle fronça les sourcils. « C'est étrange. » Madame Keene est très scrupuleuse dans la véranda. Rien n'est laissé en désordre. Poirot inclina la tête. « Ce n'est peut-être rien. Peut-être est-ce quelque chose. On ne décidera pas avant de savoir, hein ?» Lady Evelyn laissa échapper un léger soupir, presque imperceptible. « Vous n'avez pas changé, monsieur Poirot. » Lorsqu'elle fut partie, Poirot se tourna vers moi, l'air perçant. « Une lettre hier, oui ?» Remise à madame Veil avec le même cachet de cire verte. J'ai commencé. « Comment vas-tu ? » « Je remarque, » dit-il doucement. « C'est mon métier. Et madame Veil, c'est une dame qui ne perd pas facilement ses couleurs. Pourtant, en lisant cette lettre, elle est devenue pâle. Voilà. Je ne pus qu'acquiescer. Tu ne cesses jamais de m'étonner, Poirot. »« C'est parce que, mon ami, vous êtes toujours étonné, » dit-il avec un petit rire. Puis il reprit son sérieux. « Dites-moi, Hastings, que savez-vous de ces gens, de madame Veil ?»« Très peu, ai-je admis, et j'ai raconté ce que Sir Lionel et le docteur Rowe m'avaient dit. La mort subite de M. Val, la réputation de charme, la fortune laissée à sa veuve. » Poirot écoutait, la tête légèrement penchée, les yeux mi-clos. Une veuve jeune, belle, indépendante. C'est une combinaison qui suscite à la fois l'admiration et, comment dire, le ressentiment. Et le pendentif en émeraude qu'elle porte n'est pas sans signification. Tu penses que la cire et la lettre ? Je pense, Hastings, que lorsqu'une femme pâlit en lisant une lettre et que le cachet de cette lettre réapparaît, brisé et oublié, là où il ne devrait pas être, on y prête attention. C'est tout. La cloche du déjeuner nous interrompit. Poirot remit soigneusement le fragment de cire dans sa poche et m'offrit son bras avec une galanterie feinte. « Viens, mon ami, nous allons nous présenter à la compagnie, et nous t'écouterons.
Nous t'écoutons toujours. La salle à manger du manoir de Greenglass était fraîche et ombragée, la longue table étincelante d'argenterie et de cristal. Sœur Lionel, de bonne humeur après son triomphe à la pêche, 2 truites dodues désormais destinées aux garde-manger, accueillit Poirot avec une cordialité débordante. « Mon cher ami, nous sommes honorés. Evelyne nous a vanté vos mérites jusqu'à ce que nous ayons l'impression de vous connaître déjà. Et le capitaine Hastings, mon vieux camarade, m'a raconté vos exploits. » Poirot inclina modestement la tête. « Ce n'est rien. On fait ce qu'on peut. » Madame Vell nous rejoignit la dernière, une silhouette élégante et posée, vêtue d'un gris doux cette fois, bien que le pendentif en émeraude brillât encore à son cou. Si la présence de Poirot la surprit, elle le dissimula avec une prestance admirable. Seule une légère accélération de sa respiration trahissait une quelconque anomalie. Tout au long du repas, Poirot fut l'invité parfait, courtois, intéressé, l'esprit doux et précis. Pourtant, moi qui le connais bien, je pouvais voir ses regards subtils, sa façon de rythmer la conversation. Il interrogea Lady Evelyne sur la fête, le colonel Stokes sur ses campagnes en Inde, le docteur Rowe sur ses patients, et à Madame Vell, il n'adressa que la politesse la plus ordinaire. Mais je voyais comment ses yeux remarquaient chaque frémissement de son expression. C'est au moment où le dessert fut apporté qu'un incident mineur se produisit. Elsie, la servante, portant un plateau de plat, trébucha légèrement et poussa un petit cri. Le plat s'entrechoqua, mais ne tomba pas. Le colonel Stokes grogna d'irritation, mais Poirot, toujours attentif, se leva et proposa son aide. « Merci, mademoiselle, » dit-il en stabilisant le plateau d'une main habile. « Ce n'est rien. Vous n'êtes pas blessé ?» Elsie rougit. « Merci, monsieur. Aucun mal n'a été fait. J'ai juste quelqu'un. » Elle s'arrêta, se mordant la lèvre. « Oui, » encouragea doucement Poirot. « J'ai cru que quelqu'un m'appelait, » dit-elle presque à voix basse. « Mais il n'y a personne. » Lady Evelyne lança un regard noir à la jeune fille. « Peut-être le vent, » dit-elle. « Ce couloir porte un son étrange. » Elsie fit une révérence et recula, les joues rouges. Poirot reprit sa place, les sourcils légèrement haussés. « Une maison aux multiples échos, » murmura-t-il. Après le déjeuner, la compagnie se dispersa. Sœur Lionel aux écuries, le colonel Stokes à la rivière et le docteur Rowe à sa tournée de l'après-midi. Lady Evelyne s'excusa pour s'occuper de quelques préparatifs pour la fête. Madame Vell s'attarda dans la bibliothèque, feuilletant nonchalamment les pages d'un recueil de poésie. Poirot s'approcha d'elle avec l'air d'un homme distrait. « Madame, » dit-il, « vous avez du goût pour les vers. » Elle leva les yeux avec un léger sourire. « J'ai le goût de l'évasion, monsieur Poirot. La poésie me l'apporte. » S'échapper de quoi? Son sourire ne faiblissait pas, mais son regard s'éloignait. De l'ordinaire. Des choses qu'on ne peut pas changer. Poirot inclina la tête. Et parfois, des choses qu'on craint. Un léger silence. Puis elle referma doucement le livre. « Peut-être. Vous avez reçu hier une lettre scellée à la cire verte, » dit-il doucement. Elle se raidit. « Tu es très observateur. »« C'est mon métier, madame. » « Puis-je vous demander si la lettre était pénible ?» Pendant un instant, elle sembla hésiter. Puis elle dit « C'était personnel. Une affaire sans importance pour personne ici. » Poirot s'inclina légèrement. « Mais cela a de l'importance pour vous. » Ses yeux brillèrent d'un éclat soudain comme l'émeraude au cou. « Monsieur Poirot, je suis veuve. Je reçois des lettres de mon notaire, de vieilles connaissances. Toutes les lettres qui surprennent ne sont pas forcément des menaces. » Poirot la regarda calmement. « Mais certaines lettres qui surprennent sont les deux. » La main de Madame Vall se serra sur le livre. L'espace d'un instant, je crus qu'elle allait parler. Mais elle rit alors, d'un rire léger, presque joyeux. « Vous êtes réputé pour vos soupçons, monsieur, mais vous ne trouverez aucun crime ici. » Poirot sourit, une petite moue énigmatique. « Madame, j'espère que vous avez raison. Pour votre bien. »
Elle inclina la tête avec grâce et quitta la pièce. Lorsqu'elle fut partie, Poirot se tourna, et vers moi. « Tu vois, Hastings, il y a de la peur là-dedans, une peur qui se cache derrière l'esprit. Il faut être patient. En vérité, elle vient comme la fleur éclot, lentement, mais elle vient. » Ce soir-là, un silence pesant s'installa dans la maison. Le ciel s'assombrissait, annonçant un orage, et un vent faible soufflait parmi les ormes. Debout à la fenêtre de ma chambre, je contemplais la véranda briller faiblement dans le crépuscule. Ses vitres vertes captaient les dernières lueurs comme un joyau, et l'espace d'un instant, je crus qu'elle était éclairée de l'intérieur. Puis un bruit retentit, un cri unique et aigu, rapidement étouffé. Je courus dans le couloir. Poirot était déjà là, sa robe de chambre impeccable, le regard alerte. « Tu l'as entendu aussi ?» dis-je. « Oui, mon ami, » répondit-il. « Ça vient du conservatoire. » Ensemble, nous descendîmes l'escalier en toute hâte, le silence de la maison n'étant troublé que par le grondement lointain du tonnerre. Alors que nous atteignions le couloir sud, une soudaine rafale de vent fit trembler les fenêtres. La porte de la véranda était entr'ouverte. Poirot l'ouvrit. L'air humide nous accueillit comme une créature vivante. Parmi les orchidées, sous le verre vert et tremblant, gisait Madame Imogenval, son pendentif en émeraude scintillant comme une dernière étoile moqueuse, tout à fait immobile. Chapitre 4. Les petites cellules grises s'éveillent. Dès que mon regard se posa sur la silhouette immobile sous les orchidées, un frisson m'enveloppa comme un manteau de glace. L'espace d'un instant, l'air luxuriant de la véranda, si parfumé, si chaud, sembla devenir froid et métallique. Le verre vert au-dessus de ma tête filtrait le premier éclair en d'étranges éclats de lumière émeraude, et le pendentif au cou de Madame Imogenval le capta, étincelant une fois comme pour se moquer des vivants. Poirot, précis et posé, se pencha aussitôt près du corps. Ses gestes étaient ceux d'un chirurgien plutôt que d'un détective, délicats, respectueux, inexorables. « Ne touche à rien, Hastings, » dit-il doucement, « et ferme la porte derrière toi. Nous ne devons pas laisser le vent disperser nos preuves. » J'obéis, le cœur battant. Dehors, le tonnerre grondait sur les collines comme l'approche lente d'un tambour colossal. Les doigts de Poirot planèrent au-dessus du pendentif, sans le toucher. Son regard perçant parcourut l'émeraude, la gorge pâle, puis les poignets étroits. Il se pencha, sa moustache tremblant légèrement. « Aucune trace de lutte, » murmura-t-il. Ses mains, observez, sont jointes comme dans un sommeil. Et pourtant, mon ami, la mort est là. J'ai dégluti. Poirot, elle ne peut pas être. Elle l'est, dit-il doucement. Le cœur a cessé de battre. Mais il faut être précis. Voyons voir. Avec une habileté qui trahissait une longue habitude, Poirot sortit de sa poche un petit étui en argent, l'ouvrit et en sortit un instrument semblable à un thermomètre. Il le posa délicatement contre sa peau. « Encore tiède, » observa-t-il. « La mort est survenue il y a une demi-heure, peut-être moins. Et regardez, ici au coin des lèvres, une légère trace de... oui, violette. Du poison ? Soufflai-je. Très probablement. » Sa voix était grave. Un poison subtil qui ne laisse qu'une trace infime. Hastings allait chercher le docteur Rowe immédiatement. Et Sir Lionel, doucement, s'il vous plaît. Je traversai le couloir obscur en courant, mes pas résonnant comme des coups. Un éclair fusa de nouveau, révélant le couloir dans un relief soudain. Au fond, je faillis percuter Lady Evelyn, qui émergea par une porte latérale, une bougie à la main. Son visage était blême. « Capitaine Hastings. »« Quoi ?» ?»« Lady Evelyn, » dis-je rapidement. « Madame Vale, il s'est passé quelque chose. Nous avons besoin du docteur Rowe immédiatement. » Ses yeux s'écarquillèrent, mais elle ne cria pas. « La véranda ?» demanda-t-elle à voix basse. « Oui. Je vais chercher le médecin. Amenez Sir Lionel. »
Elle se détourna d'un pas décidé. Je continuai vers le fumoir, où Sir Lionel et le colonel Stokes s'étaient assis autour d'un cognac, tandis que l'orage grondait dehors. Sir Lionel se leva devant mon expression. « Bon Dieu, Hastings, qu'est-ce qu'il y a ?»« Viens, dis-je, vite, au jardin d'hiver. » Nous y sommes arrivés en quelques instants, Sir Lionel et le colonel les suivant de près. Lady Evelyn arrive presque aussitôt avec le docteur Rowe. Le médecin s'agenouilla à côté de Poirot sans un mot, ses mains expertes gesticulant rapidement. Après un bref examen, il leva les yeux, l'air sombre. « Elle est morte, » dit-il doucement. Aucun doute là-dessus. Mais pas de cause naturelle. Il y a une légère odeur d'amande amère. Il croisa le regard de Poirot. « Cyanure !» Sir Lionel laissa échapper une exclamation étranglée. Les lèvres de Lady Evelyn se pincèrent. Le colonel Stokes jura à voix basse. Poirot se leva, se redressant avec la dignité d'un prêtre concluant un rite. « Messieurs, madame, je vous prie de rester calmes. Nous ne devons pas perturber la scène plus que nécessaire. Nous sommes maintenant en état d'enquête. » Sir Lionel, le visage rougeau et décoloré, agrippa le dossier d'une chaise. « Un meurtre ? Ici, chez moi ?» Poirot inclina gravement la tête. Il semblerait que oui. « Mais qui voudrait ?» Sir Lionel s'interrompit, la voix tremblante. Poirot leva la main. « Nous le découvrirons, Sir Lionel, mais nous devons agir avec ordre. Premièrement, personne ne doit quitter la maison. Deuxièmement, les domestiques. Où sont-ils » Lady Evelyn prit la parole d'une voix mesurée. « Madame Keene est partie à la retraite, je crois, et la plupart des femmes de chambre sont dans les lestes. Elsie devait débarrasser le dîner. » Poirot se tourna vers moi. « Hastings, pourriez-vous demander à Madame Keene de rassembler la maisonnée dans la bibliothèque ? Nous devons nous assurer que tout le monde est là. » J'obéis, les nerfs à vif. Dans la cuisine, je retrouvai Madame Keene, qui refusa d'abord de me croire, puis pâlit, et rassembla le personnel avec une efficacité fulgurante. Elsie, pâle et tremblante, serrait son tablier comme une bouée de sauvetage. En moins d'un quart d'heure, toute la maisonnée se retrouva dans la grande bibliothèque. Lady Evelyn, Sir Lionel, Mademoiselle Verity Lark, le colonel Stokes, le docteur Rowe, Owen Larch, Madame Keene et les domestiques. Poirot se tenait devant l'âtre, sa petite silhouette attirant une attention absolue. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il, son accent plus prononcé que jamais, « c'est avec grand regret que je dois vous annoncer le décès de Madame Imogen Val. Nous pensons que la cause est un poison, du cyanure. La police sera bien sûr appelée, mais en attendant son arrivée, je vous prie de rester ici. Personne ne doit quitter la maison. » Un murmure parcourut le groupe. Mademoiselle Verity s'agrippa au dossier d'une chaise, les yeux écarquillés par la stupeur. Le colonel Stokes marmonna quelque chose comme « maudite indignation ». Le visage pâle d'Owen Larch resta impassible, mais ses mains se crispèrent légèrement sur la simèse. Poirot poursuivit, son regard parcourant la pièce. Lorsqu'un décès survient dans de telles circonstances, il est nécessaire de savoir qui était où et quand. Par conséquent, je vais demander à chacun d'entre vous, tour à tour, d'indiquer où vous étiez au cours de la dernière demi-heure. Sir Lionel s'éclaircit la gorge. Le colonel Stokes et moi étions dans le fumoir, comme Hastings peut en témoigner. J'ai hoché la tête. C'est vrai. Lady Evelyn ? Demanda Poirot. J'étais dans le petit salon en train de régler les comptes de la fête, dit-elle d'un ton neutre. Le capitaine Hastings m'y a retrouvé il n'y a pas longtemps, lorsqu'il est allé chercher le docteur Rowe. Poirot se tourna vers Miss Verity. Et vous, mademoiselle ? Verity hésita. J'étais dans ma chambre, en train de lire. J'ai entendu le tonnerre, rien d'autre. Docteur Rowe ? J'étais rentré de ma tournée moins de 10 minutes avant l'alarme. J'étais dans le hall quand Lady Evelyn m'a trouvé. Poirot inclina la tête. Monsieur Larch ? La secrétaire parla doucement. J'étais dans le bureau, en train de préparer la correspondance de demain. Madame Keene est venue s'enquérir de l'organisation de la fête. Madame Keene a confirmé cela, ajoutant qu'elle était ensuite allée dans la cuisine pour superviser le débarras du dîner. Poirot se tourna enfin vers Elsie. La servante déglutit difficilement. «
Je rapportais le plateau du dîner à l'arrière-cuisine quand j'ai cru entendre quelqu'un m'appeler. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne. Puis Lady Evelyn est arrivée en courant chercher le docteur Rowe. Poirot hocha lentement la tête. « Merci, mademoiselle. » Le colonel Stokes renifla. « Vous ne suggérez pas que l'un d'entre nous… » Poirot leva la main. « Je ne suggère rien pour l'instant. Mais remarquez, mesdames, le poison a dû être administré dans la dernière demi-heure. Nous devons envisager toutes les possibilités. » Lady Evelyn dit doucement. « Vous allez bien sûr appeler la police. »« Oui, madame, immédiatement. Mais en attendant leur arrivée, nous préservons la scène et la vérité. » Le visage de Sir Lionel était marqué par des rides sombres. « Bon Dieu, murmura-t-il. Imogen, assassiné. Ici. » Poirot nous regarda tour à tour. Son regard sombre, perçant et inflexible maintenait la pièce dans un silence tendu comme un fil de fer. « La vérité, dit-il doucement, est toujours simple une fois qu'on la voit. Mais pour voir, il faut d'abord observer. » Dehors, le tonnerre éclata à nouveau, un long grondement roulant qui semblait porter la promesse de révélations plus sombres à venir. Chapitre 5. Fausse piste par une nuit orageuse. L'orage qui avait rôdé à l'horizon toute la soirée déchaîna enfin sa fureur sur le manoir de Greenglass. La pluie cingla les fenêtres en torrents soudains et violents. Les vitres vertes de la véranda claquèrent et vibrèrent sous l'assaut. Les lampes de la bibliothèque vacillèrent, plongeant l'assemblée dans une lueur vacillante qui semblait exacerber la tension ambiante. Sur l'insistance de Poirot, nous nous étions installés dans un silence gêné, pendant que l'homme de main de Sir Lionel téléphonait à la police locale. Seul le léger grésillement de la ligne et le tonnerre intermittent étaient audibles. Poirot se tenait devant l'âtre, petit et impeccable comme toujours, malgré le tumulte extérieur. Son regard, sombre et vif sous l'éclat argenté de sa moustache, parcourait les visages avec la concentration patiente d'un maître d'échecs, réfléchissant à son prochain coup. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il doucement, « en attendant l'arrivée de la police, nous devons nous occuper des petites cellules grises, car il y a déjà beaucoup à considérer. » Sir Lionel, qui marchait comme un lion en cage, s'arrêta net. « Réfléchir. Bon Dieu, Imogen Val gît morte dans ma véranda. Que reste-t-il à considérer, sinon retrouver le scélérat qui a fait ça ?» Poirot inclina la tête. « Exactement. Mais pour trouver le meurtrier, il faut d'abord être précis. Calmons-nous. Nous allons examiner ce que chacun de vous m'a dit et ce que chacun de vous ne m'a pas dit. » Le colonel émit un grognement sourd. « Zut alors, Poirot, tu ne peux pas vouloir dire qu'aucun d'entre nous… » Poirot leva la main dans un geste d'autorité délicate. « Je veux dire, colonel Stokes, ce meurtre n'est pas un meurtre isolé. Madame Vale est morte, empoisonnée. Ce poison venait de quelqu'un. Nous sommes dans une maison dont personne n'est encore sorti. Ce n'est pas une question d'insulte, c'est une question de logique. » Les yeux gris de Lady Evelyn le fixaient. « La logique, monsieur Poirot, peut nous éclairer. Mais quel motif pourrait bien avoir quelqu'un ici pour faire du mal à Imogen ?»« Ah, » dit Poirot, sa moustache frémissant. « Voilà, madame, la question que nous devons poser et à laquelle nous devons répondre. » Le docteur Rowe, appuyé contre la cheminée, se redressa. « Si vous me le permettez, le cyanure n'est pas facile à obtenir. Il faut des connaissances en chimie ou avoir accès à certaines fournitures. Dans mon cabinet, j'en conserve de petites quantités à des fins médicales, soigneusement sous clé. » Poirot hocha gravement la tête. « Et vous, docteur, votre stock est-il complet ?»« C'est vrai, » répondit Rowe sans hésiter. « J'ai vérifié il y a moins d'une heure, quand vous m'avez appelé. Il ne manque aucune fiole. »« C'est bien, » dit Poirot. « Pourtant, on ne peut écarter la possibilité que le poison ait été apporté d'ailleurs, ou qu'il se soit retrouvé ici dans la maison attendant son heure. » Mademoiselle Verity Lark, pâle mais sereine, serrait son châle. « Mais pourquoi souhaiterait-on sa mort ? Imogen était charmante, gentille. » Lady Evelyn s'exprimait avec une pointe d'inflexibilité. « Aimable peut-être.
mais pas sans ses admirateurs. Verity se retourna brusquement. « Tante Evelyne !» Le teint rougeâtre de Sir Lionel s'accentua. « Evelyne, ce n'est pas vraiment le moment. » Poirot leva le doigt. « Pardon, Sir Lionel, mais c'est précisément le moment. Madame Vale était une femme à la fois belle et indépendante. De telles femmes inspirent l'admiration, parfois aussi la jalousie. » Le colonel Stokes fronça les sourcils. De la jalousie? Val était veuve, avec une fortune conséquente et de nombreux amis masculins si elle le souhaitait. Mais ce n'est pas une raison pour... Colonel, interrompit doucement Poirot, vous savez que l'amour et la jalousie sont les causes les plus anciennes de meurtre. Il ne faut pas être naïf. Le colonel marmonna quelque chose d'inintelligible et fixa le tapis. Poirot tourna son regard vers Owen Larche. Le secrétaire avait le visage calme, mais un muscle de sa mâchoire se contracta. « Monsieur Larche, dit Poirot, vous étiez dans le bureau. L'avez-vous quitté à un moment ou à un autre ?»« Non, répondit sèchement Larche. Madame Keene est venue me voir là-bas. »« Elle peut le confirmer. » Madame Keene inclina la tête. « C'est vrai. Je l'ai trouvée en train d'écrire des lettres. » Le regard de Poirot s'adoucit, mais ne quitta pas celui de Larche. « Et vous n'avez rien entendu? Pas un cri de détresse ?»« Rien, dit Larche. La tempête a tout masqué. » Poirot se tourna légèrement. « Mademoiselle Elsie. » La servante, serrant son tablier comme un bouclier, s'avança. « Oui, monsieur ? Tu as entendu quelqu'un appeler ton nom ?» Ses yeux se tournèrent nerveusement vers les autres. « Oui, monsieur. » Juste au moment où je quittais la salle à manger avec le plateau, c'était faible, comme un murmure. Mais quand je me suis retourné, il n'y avait personne. Le regard de Poirot s'aiguisa. « Et vous êtes certain que c'était votre nom ?»« Oui, monsieur. Je pensais que c'était peut-être Madame Vale. Elle me demandait parfois des choses tard le soir. » Les yeux de Lady Evelyne se plissèrent. « Imogen vous a appelé ?»« Je n'en suis pas sûre, madame, » balbutia Elsie. « On aurait dit sa voix, peut-être. Mais quand j'ai regardé, il n'y avait personne. » Poirot inclina la tête. « Très intéressant. Tu es allé au conservatoire ? » ?»« Non, monsieur. J'avais peur. Je suis allé directement à l'arrière-cuisine. » Poirot l'étudia un moment de plus, puis la congédia d'un signe de tête doux. Dehors, le tonnerre grondait de nouveau et la pluie s'abattait sur les vitres. Poirot s'approcha de la fenêtre, sa silhouette se découpant sur le bref éclair. « Hastings, » dit-il sans se retourner. « Vous vous souvenez du fragment de cire verte ?» J'ai hoché la tête. « Bien sûr. Cette cire, » dit Poirot, « a scellé une lettre qui a surpris Madame Val hier après-midi. Ce même fragment se trouve sur le sol de la serre, près de l'endroit où elle repose morte. Ne vous suggère-t-il pas un lien ?» Sir Lionel le fixa du regard. « Seigneur, vous dites que la lettre était une menace ?» Poirot se retourna, les yeux brillants. « Je dis simplement que la lettre était importante pour Madame Vale. Nous devons en découvrir le contenu. » Le regard de Lady Evelyne se porta brièvement vers le couloir. Imogen recevait beaucoup de lettres. Peut-être de son notaire. Peut-être, dit doucement Poirot. Mais la cire était verte, une teinte rare, et elle réapparaît là où elle est morte. Le docteur Rowe fronça les sourcils. Elle a parlé d'un rendez-vous avec son notaire. La lettre contenait-elle peut-être des nouvelles inquiétantes concernant la succession de son défunt mari ? C'est possible, admit Poirot. Mais des nouvelles d'affaires pourraient-elles causer sa mort par cyanure ? Soyons précis, mes amis. Miss Verity serra plus fort son châle. Mais si la lettre a disparu, comment le saurons-nous ? Les moustaches de Poirot se hérissèrent. Nous le trouverons. Les meurtriers sont peut-être malins, mais ils sont rarement minutieux. La porte s'ouvrit et un agent en uniforme entra, secouant la pluie de son manteau. Il salua vivement. « Sergent détective Blake, police de Dorchester. Nous avons eu votre appel, Sir Lionel. » Sir Lionel, visiblement soulagé, l'accueillit et lui fit un récit hésitant de la tragédie. Blake plissa les yeux en l'écoutant. Il avait l'attitude vive d'un homme habitué aux crimes simples de la campagne. Braconnier et petit voleur,
pas à des meurtres commis dans une grande demeure. Poirot s'avança. Sergent Blake, Hercule Poirot est à votre service. Permettez-moi de partager ce que nous avons appris jusqu'à présent. Blake hocha respectueusement la tête. J'ai entendu parler de vous, monsieur. Je vous en prie. Poirot énuméra les faits avec sa clarté habituelle. L'heure du décès, la faible odeur d'amandes amères, le fragment de cire, le curieux murmure entendu par Elsie. Blake écouta, les sourcils froncés. « Eh bien, dit-il enfin, il va falloir fouiller la chambre de la dame, voir si cette lettre est à propos. Et je veux les déclarations de chacun. » « Assurément, dit Poirot, mais je vous demande une chose, que rien ne soit dérangé dans la serre avant que vous ne l'ayez vue telle que nous l'avons trouvée. » Blake accepta et partit avec Madame Keene pour commencer ses recherches préliminaires. Lorsque la porte se fut refermée derrière lui, Poirot se tourna vers la compagnie. Son regard sombre et fixe allait d'un visage à l'autre. « Réfléchissons, dit-il doucement. Une femme reçoit une lettre scellée à la cire verte. Elle pâlit. Elle meurt empoisonnée le lendemain soir, et un fragment de cette même cire est retrouvé près de son corps. Et au moment de sa mort, une servante entend son nom appelé d'une voix qu'elle croit être celle de la défunte. Voilà, les faits. Le colonel Stokes renifla. On dirait une histoire de fantôme. Le sourire de Poirot était faible et sec. Non, colonel. C'est une histoire de cœurs humains, de jalousie, de peur, peut-être de vengeance. Mais ce n'est pas une histoire de fantôme. Il y a toujours quelqu'un derrière le rideau qui tire les ficelles. Lady Evelyn parlait à voix basse. Et vous avez l'intention de les retrouver. Poirot inclina la tête, la lumière vacillante des lampes reflétant ses chaussures immaculées. Mais bien sûr, madame, c'est pour cela que je suis ici. Et déjà je commence à entrevoir les premières ombres de la vérité. Ce sont, comment dites-vous, des faux indices, des fausses pistes. Il faut les suivre, certes, mais seulement pour savoir où elles nous égarent. Il s'arrêta et, dans le silence soudain, la tempête émit un long et sourd grondement de tonnerre, comme des applaudissements lointains pour une performance invisible. Les yeux de Poirot brillèrent. Nous sommes entrés, mes amis, dans le véritable théâtre du crime, et dans ce théâtre, le rideau vient à peine de se lever. Chapitre 6. Un indice détaillé. La tempête s'était apaisée à l'aube, quittant le manoir de Greenglass sous un ciel d'un bleu pâle et trompeur. Les pelouses, lourdes de rosée, brillaient comme de l'argent battu dans la lumière matinale, et la rivière coulait avec une clarté nouvelle et troublante, comme si elle aussi avait été débarrassée de tout déguisement. Pourtant, à l'intérieur de la maison subsistait le silence du malaise, qui suit une nuit violente. Les domestiques vaquaient à leurs occupations avec la prudence prudente de ceux qui craignent de déranger quelque chose de dormant et de dangereux. J'ai rencontré Poirot dans la salle à manger, où l'odeur du café serré flottait comme une promesse de santé mentale. Il était déjà impeccable, son costume du matin, un modèle de gris précis, et ses moustaches parfaitement cirées, comme si la tragédie de la nuit n'avait été qu'une rumeur. Il m'a accueilli d'une légère inclination de la tête. « Bonjour, Hastings. Tu as dormi, j'espère. » Par à coup, ai-je admis. L'image de Madame Veil, on ne l'oublie pas facilement. Le regard de Poirot s'adoucit. « La mort n'est jamais agréable, mon ami, mais celle d'hier soir, ah, c'est un défi. Elle a un air artificiel. Il faut y regarder de très près. » Il versa le café d'une main ferme, puis posa la cafetière. Le sergent Blake a pris les dépositions, mais ces petites cellules grises exigent plus que des dépositions. Elles exigent que nous observions les détails, toujours les détails. « Tu penses qu'on a raté quelque chose ?» ai-je demandé. « Je pense, » dit doucement Poirot, « que la vérité se cache là où tout le monde croit avoir déjà cherché. » Après le petit déjeuner, nous avons trouvé Blake dans la bibliothèque, discutant à voix basse avec Sir Lionel. Le baronnet avait l'air fatigué et grisonnant, comme si la nuit l'avait vieilli de 10 ans. Blake se tourna vers nous avec un hochement de tête vif. «
Bonjour, messieurs. Le médecin confirme la présence de cyanure. La chambre du défunt n'a révélé que quelques lettres, aucune scellée à la cire. Nous avons fouillé les corbeilles à papier et la cheminée. Aucune trace. Poirot inclina la tête. Et la lettre du sauveur? Aucun signe, dit Blake. Si ça existait, quelqu'un aurait été vigilant. Poirot pinça les lèvres. En effet, c'est très intéressant. Lady Evelyn entra à ce moment, calme mais pâle. Monsieur Poirot, dit-elle, les domestiques sont inquiets. Pourraient-ils être autorisés à vaquer à leurs occupations? Bien sûr, dit Poirot, à condition que personne ne quitte la maison sans permission. Pour l'instant, soyons prudents. Elle hocha la tête, son regard se portant brièvement vers Owen Larch, debout près de la fenêtre. Il s'inclina légèrement, le visage indéchiffrable. Le regard de Poirot s'aiguisa. « Madame, hier soir vous régliez les comptes de la fête. Auriez-vous par hasard entendu du bruit provenant de la serre avant que le capitaine Hastings ne vienne vous voir ?»« Non, » répondit-elle après un moment de réflexion. L'orage était violent. Je n'ai rien entendu d'inhabituel. Poirot s'inclina légèrement. Merci. C'est tout. Lorsqu'elle fut partie, Blake secoua la tête. C'est une maison bien rangée, monsieur Poirot. Trop rangée. Celui qui a tué cette dame savait ce qu'il ou elle faisait. Exactement, murmura Poirot. Mais même les plus intelligents laissent une signature, une empreinte de leur esprit. Poirot proposa que nous retournions à la serre. La police avait terminé ses premières photos et Blake en donna l'autorisation. La structure de verre scintillait au soleil levant, ses vitres tachetées de pluie. L'air intérieur était redevenu chaud et humide, parfumé aux orchidées et à la terre humide. Pourtant, l'endroit recelait désormais une menace subtile, comme si les plantes elles-mêmes murmuraient à la mort. Poirot avançait lentement, la tête penchée, le regard alerte. Il examina le sol carrelé, les bancs chargés de peau, l'étroite porte donnant sur l'allée sud. Il finit par s'accroupir près de l'endroit où Madame Vale s'était allongée. « Observe, Hastings, » dit-il en pointant du bout d'une chaussure cirée. Une petite tache sur le carrelage, très légère. Je me suis penché pour regarder. On dirait une empreinte de pas, mais si légère. Exactement. Le contour d'une petite chaussure, peut-être une chaussure de femme, mouillée par la pluie. Et remarquez ici une légère trace de cire verte, écrasée sous le talon. J'ai pris une inspiration. Alors la personne qui a laissé ce fragment de cire se tenait aussi ici. Précisément, dit doucement Poirot, et remarquez l'angle, le talon légèrement tourné vers l'extérieur. Une personne partant précipitamment, mais en prenant soin de ne pas déranger le corps. Il se redressa, les yeux brillants de cette satisfaction silencieuse que j'avais tant de fois vue lorsqu'un indice se révélait. Voilà, Hastings, c'est très instructif. Blake fronça les sourcils. Ça pourrait être la chaussure de la bonne. Elle est peut-être entrée après le décès. Poirot secoua la tête. Non, Elsie n'est arrivée que lorsque l'alerte a été donnée, et la pluie avait alors cessé. Cette marque date d'avant, alors qu'il pleuvait encore. Blake se gratta le menton. Alors notre tueur portait une petite chaussure. Une femme? Peut-être, dit Poirot, mais ne tirons pas encore de conclusions hâtives. Nous notons, nous nous souvenons. Il se dirigea vers l'établi où des pots d'orchidées étaient disposés dans un désordre luxuriant. Un petit arrosoir était couché, formant un anneau sombre et humide sur la surface en bois. Poirot le souleva délicatement, le renifla et haussa les sourcils. « Des amandes, » murmura-t-il. Blake s'approcha. « Seigneur !» Poirot tourna le bec vers la lumière. À l'intérieur, il y a un léger résidu, du cyanure sans doute. L'eau utilisée pour les orchidées était le véhicule. Et Madame Val avait-elle l'habitude de prendre un verre d'eau quand elle venait ici le soir? Je me suis souvenu des paroles hésitantes d'Elsie. Elle me demandait souvent des choses tard le soir, avait dit la bonne. Peut-être de l'eau, avais-je suggéré. Blake hocha la tête d'un air sombre. Alors le poison était dans l'arrosoir.
Elle a bu dedans. Les moustaches de Poirot se hérissèrent. C'est possible. Ou peut-être que le verre a été rempli avec cette canette. Quoi qu'il en soit, la canette est notre instrument de mort. Blake le prit soigneusement dans un chiffon et fit signe à un agent. « On va envoyer ça au laboratoire. » Poirot continua d'arpenter la serre, tel un chat parmi les orchidées. Il s'arrêta devant une grande fougère et en cueillit un long poil, sombre, presque noir, luisant au soleil. « Un cheveu, » dit-il doucement. Ni les cheveux blonds de la servante, ni les cheveux au burn de Lady Evelyn, ni les cheveux châtains de Mademoiselle Verity. Ceux-ci sont plus foncés, presque noirs de jais. Blake fronça les sourcils. Colonel Stokes? Poirot secoua la tête. Trop long pour un homme du style du colonel. Et voyez-vous, le bout n'est pas coupé, mais naturellement effilé. Une femme avec de longs cheveux noirs. J'ai pensé à la compagnie. Madame Veil elle-même avait les cheveux noirs, mais c'était elle la victime. Ceux de Mademoiselle Verity étaient noirs aussi, mais plutôt d'un brun clair. Cette mèche était presque noire. « Qui dans la maison, demandai-je, a des cheveux comme ça ?» Les yeux de Poirot brillèrent. « C'est bien là la question, Hastings. Peut-être quelqu'un d'extérieur à la maison. Peut-être un visiteur. » Blake grogna. « Ou un serviteur que nous avons oublié. Peut-être. » dit Poirot en rangeant délicatement ses cheveux dans sa poche. Mais chaque indice est révélateur si l'on sait écouter. En quittant la véranda, la maison semblait retenir son souffle. Lady Evelyn attendait dans le couloir, les mains jointes. « As-tu découvert quelque chose ?» demanda-t-elle. Poirot inclina la tête. « Nous avons découvert l'essentiel, madame. Un détail. Un détail qui, mis à part d'autres, nous donnera un jour la totalité. » Ses yeux scrutèrent son visage. « Et jusque-là ?»« En attendant, » dit doucement Poirot, « nous sommes patients. À vrai dire, elle est comme l'orchidée. Elle fleurit à son rythme, mais quand elle fleurit, tous voient sa beauté. » Les lèvres de Lady Evelyn se pincèrent, comme si elle redoutait et désirait à la fois cette révélation. Derrière elle, la pâle lumière matinale se déversait par les fenêtres, dorant le sol humide et la maison silencieuse et en attente. Chapitre 7. D'autres mensonges font surface. La matinée, bien qu'apparemment sereine, portait en elle le calme fragile qui suit un orage et précède la confession. Un soleil pâle perçait les doux nuages du Dorset, dorant les pelouses humides et faisant briller chaque pétale de rose d'un éclat presque théâtral. Pourtant, au manoir de Greenglass, l'air ne se purifiait pas aussi facilement. Les murs eux-mêmes semblaient ne conserver le souvenir des violences de la nuit. Les portes se fermaient dans un silence qui suggérait des oreilles attentives, et les domestiques se déplaçaient comme si chacun de leurs pas pouvait résonner dans une salle d'audience. Poirot, pour sa part, semblait parfaitement serein. Son costume du matin était impeccable, ses moustaches parfaitement symétriques, ses yeux gris étincelants d'un calcul personnel. Il me rejoignit dans le petit salon après le petit déjeuner, où l'odeur persistante du café se mêlait à la légère humidité du bois trempé par la pluie. « Mon ami, » dit-il en s'asseyant en face de moi, « les masques commencent déjà à tomber. Le meurtre est une force qui délie les langues. Nous entendrons les vérités, mais elles ne se présenteront pas dans un ordre précis. Elles viendront, comment dites-vous, déguisées en mensonges. Tu crois que quelqu'un va se trahir aujourd'hui ? Ai-je demandé. Les yeux de Poirot pétillèrent. Ah, Hastings, ils ont déjà commencé. Il faut simplement écouter. La révélation de Lady Evelyn nous fit appeler la première. Elle nous reçut dans le petit salon, où la pâle lumière des hautes fenêtres adoucissait les traits sévères de son visage. Elle se tenait près du secrétaire, les mains posées sur le bois poli. « Monsieur Poirot, » commença-t-elle, « je ne peux pas rester silencieuse. Hier soir, avant la tragédie, j'ai surpris une conversation. Cela ne signifie peut-être rien, et pourtant après ce qui s'est passé. » « Madame, » dit doucement Poirot, « même la plus petite chose peut avoir une grande importance. Je vous en prie. » Elle prit une longue inspiration. C'était peu avant que l'orage éclate. Je traversais le couloir est quand j'ai entendu des voix dans le bureau, celles de M. Larche et d'Imogen. Elles parlèrent d'une voix sèche, comme pour se disputer. Je n'ai saisi que quelques mots.
Du et plus jamais. Quand je suis entré, la pièce était vide. J'ai commencé. Tu es certain des voix ? Tout à fait certaine, dit-elle fermement. Je les connais tous les deux depuis des années. Poirot inclina la tête. Et tu n'en as parlé à personne. J'avais l'intention de parler à Imogen ce matin. La voix de Lady Evelyn s'adoucit. Mais le matin n'est pas venu la chercher. Le regard de Poirot s'aiguisa. Merci, madame. C'est très intéressant. Et vous, bien sûr, vous n'en avez parlé à personne d'autre ? Non, pas avant. Bon. Poirot releva sa moustache. Tu as bien fait. Owen Larche confronté. Nous avons trouvé Owen Larche dans la bibliothèque, un registre ouvert devant lui, mais visiblement oublié. Ses yeux pâles ne trahissaient ni fatigue ni émotion à l'approche de Poirot. « Monsieur Larche, » dit Poirot d'une voix doucereuse, « Lady Evelyn vous a surpris hier soir en conversation avec Madame Veil, une conversation animée à propos d'argent. Pourriez-vous nous expliquer ?» La mâchoire de Larche se crispa, mais il ne détourna pas le regard. C'était une affaire privée. « Privée », répéta doucement Poirot. « Mais Madame Veil est morte, empoisonnée. Vous comprenez que l'intimité n'est plus possible. » Un muscle de la joue de Larche se contracta. « Très bien. Imogen Veil m'a prêté une somme d'argent l'année dernière. J'espérais la rembourser avant qu'elle n'insiste, mais elle était devenue impatiente. Hier soir, elle a menacé de prévenir Sir Lionel si je ne réglais pas ma dette immédiatement. « Pourquoi te prêterait-elle de l'argent ?» ai-je demandé. Il eut un petit rire sans joie. Parce qu'elle le pouvait. Parce qu'elle appréciait ce pouvoir. Poirot ne quitta pas son visage des yeux. « Et vous, monsieur, vous ne pouviez pas payer ?»« Pas tout de suite, » répondit sèchement Larche. « Mes investissements ne sont pas arrivés à maturité. » Poirot pencha la tête. « Et c'est ainsi que vous vous êtes disputé. »« Oui, » admit Larche, « mais je ne l'ai pas tué. Je suis secrétaire, pas meurtrière. » La voix de Poirot était douce mais précise. « Vous comprenez, monsieur, que vous étiez dans le bureau au moment du décès, tout près de la serre. »« Je n'ai jamais quitté mon bureau, » dit Larche d'un ton neutre. « Madame Keene m'y a vu. » Poirot hocha lentement la tête. « C'est vrai. Pourtant, une dispute d'argent n'est pas sans importance. » Larche soutint son regard avec une pointe de défi. L'importance, peut-être. La culpabilité, non. L'admission du docteur Rowe Poirot chercha ensuite le docteur Julian Rowe, qui revenait de ses visites matinales. L'expression habituellement posée du médecin trahissait la tension d'une nuit blanche. « Docteur Rowe, » commença Poirot, « je dois être franc. Vous avez connu M. Val de son vivant. Vous avez connu Mme Val dans la mort. Dites-moi, vous doutiez-vous que tout allait mal dans ce mariage ?» Rowe hésita, puis hocha la tête d'un seul coup, grave. Val était un joueur. Il avait des dettes, de lourdes dettes. Imogen est venue me voir plus d'une fois, angoissée. Elle craignait qu'il ne les ruine tous les deux. Sa mort l'a soulagée d'un fardeau, même si elle ne l'aurait jamais dit à voix haute. Poirot haussa les sourcils. « Et vous, docteur, aimiez-vous Madame Veil ?» Le regard de Rowe se posa sur le sien. Je l'admirais. Elle était courageuse. Mais mon admiration n'a jamais dépassé les limites de la bienséance. « Bien, » dit doucement Poirot, « mais vous avez été parmi les premiers à atteindre son corps. Vous avez reconnu l'odeur d'amandes amères avant tout le monde. C'est la formation. »« D'un médecin, pas la culpabilité, » dit doucement Rowe. Poirot inclina la tête. « Exactement. Pourtant, connaître les poisons, c'est connaître les opportunités. » Le médecin ne dit rien, mais sa mâchoire se serra. La confession de Verity. Il était presque l'heure du déjeuner lorsque Miss Verity Lark est venue nous trouver, les joues pâles, les yeux brillants d'une agitation qui trahissait son calme habituel. « Monsieur Poirot, » dit-elle à voix basse, « je dois vous dire quelque chose que je n'ai pas dit hier soir. »« Prenez votre temps, mademoiselle, » dit gentiment Poirot. Elle joignit les mains. Hier après-midi, avant le thé, je suis allé à la serre pour dessiner les orchidées. J'y ai vu Imogen Val. Elle parlait à un homme que je n'ai pas reconnu.
un homme grand, en manteau sombre. Il lui a donné une petite enveloppe cachetée à la cire verte. Mon souffle s'est arrêté. Cire verte. Verity hocha la tête. Je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Quand ils m'ont vu, l'homme s'est retourné brusquement et est parti par la porte sud. Poirot se pencha en avant. Décrivez-le, s'il vous plaît. Il devait avoir la quarantaine. Ses cheveux étaient hauts noirs, même si je ne les ai aperçus que brièvement. Il se déplaçait avec assurance, et il y avait quelque chose d'étrange dans ses manières. Étranger ? Demanda Poirot. Continental, peut-être. Je n'en suis pas sûr. Les yeux de Poirot brillèrent. Et Madame Veil, comment était-elle ? Troublée, dit doucement Verity. Presque effrayée. Est-ce qu'elle t'a vu ? Oui. Elle a seulement dit que c'était un jardinier qui lui apportait un mot. Mais il n'y avait pas de jardinier comme ça. Poirot tapota du bout des doigts. Très intéressant. Vous n'en avez parlé à personne ? Non. Cela semblait impertinent. Au contraire, mademoiselle, c'est tout à fait pertinent. Le souvenir troublant de la servante. Finalement, Poirot appela Elsie, qui arriva en tordant son tablier. Ses cheveux blonds étaient humides de brume. « Mademoiselle, » dit doucement Poirot, « hier soir, vous avez entendu votre nom appelé, n'est-ce pas ? » « Oui, monsieur. »« Serait-ce la voix d'un homme ?» Elsie fronça les sourcils. « Je ne peux pas en être sûre. » C'était doux, presque comme une femme imitant un homme, ou un homme imitant une femme. Les moustaches de Poirot frémirent. « Ah !» Une voix déguisée. C'est très suggestif. Elle frissonna. « On aurait dit quelqu'un juste derrière moi. » Poirot inclina la tête. « Merci, mademoiselle. Vous m'avez été d'une grande aide. » Lorsqu'elle fut partie, Poirot se tenait au centre du salon, sa petite silhouette parfaitement équilibrée, ses yeux brillants de cette lumière silencieuse qui précède la révélation. « Tu vois, Hastings, » dit-il doucement, « la maison commence à parler. On apprend des dettes dissimulées, des querelles étouffées, un étranger qui apporte une lettre scellée à la cire verte, et une voix déguisée appelle la servante à l'instant de sa mort. Mensonge, mon ami, mensonge sur mensonge. Mais chacun, si on l'examine avec les petites cellules grises, est l'ombre projetée par une vérité. » Il se tourna vers la fenêtre, où le jardin lavé par la pluie brillait sous un soleil hésitant. « Déjà, » murmura-t-il, « le schéma se dessine. Le meurtrier a semé la confusion. Mais la confusion, mon ami, est l'amie d'Hercule Poirot, car au final, elle révèle plus qu'elle ne cache. » Chapitre 8. Le tournant émotionnel. L'après-midi au manoir de Gringlas apportait une tranquillité trompeuse, comme si l'orage de la nuit précédente n'était jamais passé. Le soleil teintait les pelouses ruisselantes d'un vert tendre, et la rivière coulait avec une sérénité éclatante, presque moqueuse. Pourtant, la maison elle-même gardait une tension qu'aucun beau temps ne pouvait dissiper. Les portes s'ouvraient et se fermaient avec une prudence nerveuse. Même le tic-tac de l'horloge française de la bibliothèque semblait inhabituellement bruyant. C'était le silence qui précède la révélation d'un secret longtemps gardé. Poirot, précis et posé comme toujours, choisit ce moment pour commencer ce qu'il appelait le petit drame psychologique. Il rassembla les principaux acteurs. Sir Lionel et Lady Evelyn Ashcombe, Miss Verity Lark, le colonel Stokes, le docteur Julian Rowe et Owen Larch, dans le salon. La pâle lumière de l'après-midi filtrait à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres délibérées sur le tapis persan. On se sentait moins dans une pièce ordinaire que sur une scène attendant une confession. « Mesdames et messieurs, » commença Poirot, l'accent légèrement plus prononcé, « le meurtre n'est jamais seulement un acte de violence, c'est aussi un acte du cœur. Et quand le cœur est troublé, il parle, même les lèvres closes. Aujourd'hui, nous écouterons le cœur. » Sir Lionel s'agita mal à l'aise sur sa chaise. « Poirot, vraiment, devons-nous faire du théâtre ? » « Ce n'est pas du théâtre, mon ami, » dit Poirot, ses yeux sombres brillants. « C'est de la psychologie.
Ces petites cellules grises exigent que nous examinions non seulement ce qui est fait, mais aussi pourquoi. Il se tourna vers lady Evelyne. « Madame, vous avez entendu une dispute entre M. Larche et Madame Val, à propos d'argent, n'est-ce pas ?» Les yeux gris de lady Evelyne le regardèrent fixement. « C'est vrai. » Poirot hocha la tête. « Monsieur Larche, vous avez reconnu cette dette, mais vous ne nous en avez pas révélé la cause. S'il vous plaît. » Owen Larche se raidit. C'était un investissement, mal avisé en fin de compte, une spéculation dans la City. Je comptais la rembourser quand les actions montraient. Ça n'a pas marché. Et Madame Val ? Vous a pressé ? Demanda Poirot. Oui, répondit sèchement Larche. Elle a menacé de le dire à Sir Lionel. Sir Lionel se retourna surpris. Imogen ? Mais pourquoi m'impliquer ? Les lèvres de Larche se tordirent en un léger sourire amer. Parce qu'elle voulait m'humilier et peut-être se divertir. Le teint rougeâtre de Sir Lionel s'accentua. Je n'arrive pas à croire ça, dit Imogen. Poirot leva la main. Et pourtant, monsieur Larche, elle est morte. Votre dispute vous donne un mobile.